Le silence d'une maison après le départ des enfants et de la femme qu'on aime possède une texture particulière, un mélange de soulagement et de mélancolie douce que j'avais appris à chérir au fil de nos 12 années de mariage. Ce mardi-là, le soleil de septembre découpait des rectangles dorés sur le parquet du salon, et l'odeur du café noir flottait encore dans l'air, vestige d'un petit déjeuner partagé dans la précipitation ordinaire des jours de semaine. Clara était partie la première, déposant un baiser distrait sur mon front, avant de disparaître dans le ronronnement de sa voiture, emmenant avec elle le tourbillon de sacs d'école, de consignes pour le dîner et de promesses de se retrouver le soir. Léo et Sarah étaient déjà loin, l'un au collège, l'autre à l'école primaire, et j'avais devant moi 7 heures de transition avant de m'immerger dans mes propres dossiers. C'est alors que je l'ai vue, posée sur le buffet de l'entrée, à côté du vide-poche où traînaient encore quelques pièces de monnaie et un élastique à cheveux roses. Sa tablette. Elle l'avait oubliée, elle qui ne s'en séparait jamais pour ses présentations au cabinet d'architecture. Mon premier réflexe fut une simple logistique, l'appeler pour lui dire que je pouvais la lui apporter en ville. Mais alors que je tendais la main vers l'objet, l'écran s'est allumé. Une notification. Puis une autre. Un carillon discret, presque musical, qui allait pourtant sonner le glas de mon existence telle que je la connaissais. Le premier message était court. Tu me manques déjà. Pas de nom, juste un numéro que je ne connaissais pas. J'ai ressenti une légère contraction au creux de l'estomac, cette petite alarme instinctive que le cerveau déclenche avant même que la raison ne puisse formuler une hypothèse. J'aurais pu l'éteindre, la poser face contre bois et continuer ma vie. Mais la synchronisation était en marche. Sous mes yeux, une bulle de texte est apparue, indiquant que Clara était en train de répondre depuis son téléphone, à quelques kilomètres de là. Les deux appareils communiquaient dans un balai numérique invisible, et je me retrouvais spectateur d'une intimité qui m'était devenue étrangère. Moi aussi, Thomas. La journée va être longue sans ton regard. Thomas. Le prénom a résonné dans mon crâne avec une violence inouïe. Thomas, le père de Lucas, le meilleur ami de notre fils Léo. Un homme que je saluais tous les samedis matins au bord du terrain de foot. Un homme avec qui j'avais partagé des bières lors de barbecues de quartier, dont j'avais admiré la retenue et le calme. En une seconde, le sol sous mes pieds a semblé se liquéfier. Le vertige n'est pas une chute, c'est la prise de conscience que tout ce qui nous entoure est instable. Je me suis assis sur le banc de l'entrée, celui-là même que nous avions choisi ensemble chez un antiquaire de l'île sur la Sorgue, lors de nos premières vacances après la naissance de Léo. Le bois était froid. Je fixais l'écran, incapable de détourner les yeux. Les messages défilaient, une conversation fluide, dense, chargée d'une électricité que je n'avais plus ressentie entre nous depuis des années, ou peut-être que j'avais simplement oublié de chercher. Ils parlaient de leur rencontre de la veille, un moment volé entre deux rendez-vous, de la douceur de sa peau, de la façon dont elle riait quand il lui murmurait des mots à l'oreille. Ce n'était pas seulement une passade, c'était une architecture complexe de mensonges, un monde parallèle édifié au cœur même de notre foyer. J'ai commencé à scroller, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes tempes. La synchronisation remontait loin, très loin. Des mois de secrets, des photos de paysages qu'elle disait avoir vus seule lors de ses déplacements professionnels, des poèmes, des aveux de lassitude sur notre propre quotidien. Chaque mot était une entaille. Je me sentais comme un archéologue découvrant les ruines de sa propre civilisation. Tout ce que je croyais solide, nos rituels du dimanche, nos projets de travaux pour la cuisine, la complicité silencieuse quand nous regardions les enfants dormir, tout cela n'était que la façade d'un bâtiment dont les fondations étaient rongées par les termites de la trahison. Une sensation de nausée m'a envahi, mêlée à une curiosité morbide, celle de l'homme qui regarde l'accident dont il est la victime. Je me suis surpris à analyser le ton de Clara. Elle était différente, plus vive, plus vulnérable aussi. Avec moi, elle était le pilier, la gestionnaire du temps et des émotions, la femme capable de jongler avec les crises de Sarah et les dossiers du bureau sans jamais perdre son sang-froid. Avec lui, elle redevenait cette jeune femme que j'avais rencontrée à l'université, celle qui laissait ses cheveux s'ébouriffer au vent et qui parlait de ses rêves avec une passion dévorante. J'ai réalisé avec une amertume atroce que ce n'était pas seulement de lui dont elle était tombée amoureuse, mais de la version d'elle-même qui lui renvoyait. Et moi, qu'est-ce que je lui renvoyais? L'image du confort, de la sécurité, de la routine qui finit par tout lisser, même le désir. Je me suis levé et j'ai commencé à errer dans la maison, la tablette à la main, comme un objet radioactif dont je ne pouvais me détacher. Chaque pièce me racontait une histoire différente désormais. Le salon n'était plus le lieu de nos soirées tranquilles, mais le théâtre d'une comédie dramatique où elle jouait son rôle à la perfection, consultant sans doute son téléphone dès que j'avais le dos tourné pour aller chercher un verre d'eau. Je me suis arrêté devant le portrait de famille qui trône sur le manteau de la cheminée. Nous étions en Bretagne, l'été dernier. Le vent soulevait les mèches de Sarah, Léo faisait une grimace, et Clara souriait, la tête appuyée sur mon épaule. J'ai cherché dans ses yeux, sur cette photo, un signe, une fêlure. Rien. Elle était là,
tout entière avec nous. Et pourtant, selon les messages que je venais de lire, elle échangeait déjà avec Thomas à cette époque. Comment une personne peut-elle être aussi fragmentée? Comment peut-on embrasser ses enfants le soir avec la même bouche qui a murmuré des secrets à un autre quelques heures plus tôt? La question m'obsédait. Je ne ressentais pas encore de colère, seulement un vide abyssal, une dépersonnalisation. J'avais l'impression d'être un fantôme hantant sa propre demeure. J'ai pensé à nos 12 ans. 12 ans, ce n'est pas seulement du temps, c'est une accumulation de sédiments, de souvenirs, de compromis, de joies partagées et de deuils traversés. Nous avions enterré mon père, nous avions célébré son premier contrat majeur, nous avions veillé Sarah lors de sa pneumonie, main dans la main dans l'obscurité de la chambre d'hôpital. Tout cela était-il annulé par la synchronisation de ces quelques octets de données? J'ai repensé à Thomas. Je l'ai revu, sa silhouette athlétique, ses cheveux poivre et sel, son assurance tranquille. Il est architecte paysagiste. Ils s'étaient rencontrés pour un projet commun, m'avait-il dit. Un parc urbain. Quel beau terrain de jeu pour une idylle. Je me suis rappelé leurs interactions lors des fêtes d'anniversaire des enfants. Ils semblaient s'apprécier, sans plus. Un respect mutuel entre parents responsables. Quelle ironie. Pendant que je discutais avec lui de la qualité de la pelouse ou des résultats scolaires, il connaissait les courbes de ma femme, ses doutes, ses désirs les plus secrets. Le sentiment d'humiliation a commencé à poindre, une chaleur acide qui remontait de mon estomac. Je n'étais pas seulement trompé, j'étais le dindon d'une farce grotesque dont tout le quartier semblait potentiellement être le spectateur. La femme de Thomas, le savait-elle? Cette pensée m'a fait frissonner. Nous étions 4 adultes, 4 piliers de la petite communauté scolaire, et 2 d'entre eux étaient en train de dynamiter l'édifice. Le temps passait, mais les heures semblaient s'être dilatées. La tablette vibrait encore de temps en temps, mais j'avais arrêté de lire. J'en savais assez, et en même temps, j'en savais trop. Je me suis assis dans mon bureau, éteignant la lumière pour rester dans la pénombre, même si le soleil brillait dehors avec une indifférence insultante. J'ai commencé à faire le compte de nos vies. Les crédits, la maison, les vacances de Noël prévues dans les Alpes, les cours de piano de Sarah. Tout cet équilibre reposait sur un pacte de confiance qui venait de voler en éclats. Si Clara n'était plus celle que je croyais, alors qui étais-je, moi? Le mari trompé? Le père de famille aveugle? L'homme qui a passé la moitié de sa vie adulte à construire sur du sable? Je me suis interrogé sur ma propre part de responsabilité. On dit souvent qu'une liaison est le symptôme d'un mal plus profond. Étais-je devenu ennuyeux? Est-ce que mon attention s'était émoussée avec le temps? J'avais certes délaissé les grands gestes romantiques pour la logistique du quotidien, mais je pensais que c'était là le signe d'une relation mature, une forme de paix acquise. Apparemment pour Clara, cette paix était une prison. Le souvenir de notre rencontre m'est revenu, vif et douloureux. C'était lors d'un festival de cinéma en plein air. Elle portait une robe jaune et une veste en jean trop grande pour elle. Elle dégageait une énergie qui m'avait immédiatement fasciné, une sorte de lumière intérieure qui semblait défier l'obscurité de la nuit. Je l'avais aimée avec une intensité qui m'effrayait. Au fil des ans, cette flamme s'était transformée en braise constante, moins spectaculaire, mais je le croyais, plus durable. En lisant ces messages à Thomas, j'avais retrouvé cette petite lueur de la robe jaune, mais elle ne brillait plus pour moi. Elle brillait pour un autre, dans les interstices de notre vie commune. Cette réalisation a été plus douloureuse que l'idée même de l'infidélité physique. C'était une trahison de l'âme, un vol d'identité. Vers 14 heures, le téléphone de la maison a sonné. C'était l'école. Sarah avait un peu de fièvre et demandait à rentrer. J'ai dû sortir de ma torpeur, endosser à nouveau mon costume de père protecteur. J'ai posé la tablette sur le bureau, non sans avoir vérifié une dernière fois qu'elle était bien verrouillée, même si le mal était fait. En conduisant vers l'école, les rues que j'empruntais tous les jours me paraissaient étrangères. Les gens sur les trottoirs, les commerces, les voitures au feu rouge, tout me semblait appartenir à une réalité dont je n'occupais plus que la périphérie. J'ai récupéré Sarah. Elle avait les joues rouges et les yeux brillants. Elle s'est blottie contre moi dans la voiture, murmurant qu'elle avait froid. Je l'ai serrée fort, trop fort peut-être. Elle représentait tout ce qu'il restait de pur dans ce désastre. Elle et Léo. En la regardant dormir sur la banquette arrière, j'ai ressenti une colère froide monter en moi. Pas contre Clara, pas encore, mais contre la situation. Comment allions-on leur expliquer? Comment allions-on briser leur monde? Car je savais, à cet instant, que rien ne pourrait redevenir comme avant. On ne peut pas désavoir. On ne peut pas refermer la boîte de Pandore une fois que les secrets se sont envolés. De retour à la maison, j'ai installé Sarah sur le canapé avec une couverture et un thé. Elle s'est endormie rapidement devant un dessin animé. Je suis retourné dans mon bureau. La tablette était là, silencieuse maintenant. Clara devait être en réunion, ou peut-être était-elle avec lui. Cette pensée me brûlait les sangs. Je me représentais des scènes, des lieux, des moments. Le parking de l'école, les parcs, peut-être même des hôtels impersonnels en périphérie de la ville. Le vertige revenait, plus intense. J'ai ouvert mon ordinateur pour travailler, pour essayer de retrouver un semblant de normalité. Mais les mots sur l'écran n'avaient aucun sens. Mes pensées tournaient en boucle autour d'une seule interrogation. Quand m'en aurait-elle marlé? Ou avait-elle l'intention de mener cette double vie indéfiniment, de se nourrir de l'excitation de l'interdit, tout en profitant du confort de notre foyer? Cette duplicité me paraissait soudain plus monstrueuse que la liaison elle-même. J'ai commencé à analyser ma vie sous un prisme nouveau, celui de la méfiance. Les fois où elle rentrait tard en évoquant un embouteillage, les week-ends de formation qui semblaient l'épuiser plus que des ans, les changements subtils dans sa garde-robe, ce parfum qu'elle s'était mis à porter que je ne lui avais pas offert. Chaque détail, autrefois insignifiant, prenait désormais une dimension sinistre. J'étais le spectateur d'un film dont je venais de comprendre le twist final à la moitié de la projection. Tout le début devait être réinterprété. Chaque sourire, chaque caresse, chaque dispute insignifiante était désormais teintée de ce mensonge originel.
Le vertige se transformait dans une fatigue immense, un poids de plomb sur mes épaules. J'avais envie de hurler, mais le silence de la maison, seulement troublé par le souffle régulier de Sarah, m'imposait une retenue étouffante. L'après-midi s'étirait, interminable. Je regardais le soleil décliner, les ombres s'allonger dans le jardin. C'était l'heure où d'habitude je commençais à préparer le dîner, attendant le retour triomphal de Léo et celui plus qu'un renne de Clara. Mais aujourd'hui, le rituel était mort. Je me suis surpris à imaginer la confrontation. Qu'allais-je dire? J'ai lu tes messages sur la tablette. C'était si trivial, si moderne, si dérisoire face à l'ampleur du désastre. J'aurais préféré l'apprendre par un ami, par un hasard plus noble, pas par synchronisation logicielle. La technologie nous livre les secrets des autres avec une crudité sans filtre, sans le bénéfice des nuances de la voix ou du regard. C'était de la donnée pure, froide, irréfutable. Léo est rentré vers 17h. Il a jeté son sac dans l'entrée et a filé voir sa sœur. Il a remarqué mon visage. Il a demandé si ça allait. J'ai menti, bien sûr. C'est fou comme le mensonge devient une seconde nature quand on veut protéger ceux qu'on aime. Juste un peu fatigué, Léo, va faire tes devoirs. Je l'ai regardé monter l'escalier. Il a 13 ans. Il est à cet âge fragile où l'on commence à comprendre que les parents ne sont pas des super-héros, mais des êtres humains faillibles. Qu'allait-il penser de sa mère? De moi qui n'avais rien vu? La remise en question était totale. Je me sentais défaillant dans mon rôle de protecteur du foyer. Si je n'avais pas su voir cela, qu'avais-je manqué d'autre? Les doutes de mon fils, les angoisses de ma fille. Ma maison me semblait soudain être un labyrinthe de secrets dont j'étais le seul à ne pas avoir la carte. J'ai repris la tablette. Un dernier message venait de tomber. Je rentre. À demain, mon amour. Mon amour m'a frappé comme une gifle. C'était mon titre. C'était la place que j'occupais dans son langage depuis plus d'une décennie. Voir ces mots adressés à un autre, c'était comme si on m'arrachait la peau. J'ai éteint l'appareil et je l'ai remis exactement là où elle l'avait laissé, sur le buffet. J'ai rangé le salon, j'ai mis les verres dans le lave-vaisselle, j'ai agi comme un automate. Le cœur est un muscle étrange. Il peut se briser en 1000 morceaux et continuer à pomper le sang avec une régularité de métronome. Le bruit de la voiture dans l'allée a déclenché une décharge d'adrénaline. Mon corps est passé en mode combat ou fuite, mais je suis resté immobile dans la cuisine. J'ai entendu la porte s'ouvrir, le tintement des clés, sa voix qui appelait des enfants. « Léo? Sarah? Je suis là ?» Puis elle est entrée dans la cuisine. Elle était belle, d'une beauté qui me faisait mal. Ses joues étaient rosies par le froid de l'automne, ses yeux brillaient de cette petite flamme que j'avais vue sur la tablette. Elle s'est approchée pour m'embrasser et j'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas reculer. Son odeur était la même, un mélange de fleurs et de papier, mais elle me paraissait soudain étrangère, comme une imitation parfaite d'elle-même. « Ça va ?» a-t-elle demandé, fronçant les sourcils. « Tu as une mine affreuse. »« Sarah est malade, j'ai dû aller la chercher. » ai-je répondu, d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Oh, ma pauvre chérie, je vais aller la voir. » Elle a fait un pas vers le salon, mais elle s'est arrêtée net devant le buffet. Elle a vu la tablette. J'ai observé son dos se raidir imperceptiblement. Elle l'a prise, l'a glissée dans son sac sans un mot, sans se retourner. Le silence qui a suivi n'était plus le silence paisible du matin. C'était un silence de plomb, chargé de tout ce qui n'était pas dit, de tout ce qui ne pourrait plus jamais être caché. Elle savait que je savais. Ou du moins, elle le soupçonnait. L'air dans la cuisine était devenu irrespirable. Nous avons dîné presque normalement. Les enfants parlaient, racontaient leur journée. Clara répondait, riait aux éclats de Sarah, interrogeait Léo sur son contrôle de maths. J'étais là, physiquement présent, mais mon esprit était ailleurs, analysant chaque inflexion de sa voix, chaque geste. Elle était une actrice consommée. Ou peut-être que la frontière entre le mensonge et la vérité s'était tellement estompée pour elle qu'elle pouvait naviguer entre les deux avec une aisance démoniaque. Je me sentais dégoûté, non seulement par elle, mais par la banalité de la scène. C'est ainsi que les familles s'effondrent, autour d'un plat de pâtes, sous la lumière crue des néons de la cuisine, pendant que les enfants se chamaillent pour un morceau de pain. Une fois les enfants couchés, le véritable vertige a commencé. Nous nous sommes retrouvés dans le salon, face à face. La tablette était dans son sac, sur le fauteuil. Le secret était là, entre nous, comme un cadavre que personne n'osait emmener. J'ai réalisé que je ne voulais pas d'une scène de ménage classique, de cris et de pleurs. Je voulais comprendre. Je voulais qu'elle m'explique comment on en arrive là. Comment on décide, un matin, que 12 ans de vie commune ne suffisent plus, et qu'on va chercher ailleurs une validation, une excitation, une autre version de soi. « Clara », ai-je commencé. Elle a levé les yeux vers moi. Elle n'avait pas peur. Elle avait une sorte de tristesse infinie dans le regard, une mélancolie qui faisait écho à la mienne. « Je sais pour Thomas », ai-je simplement dit. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a juste baissé la tête et a commencé à pleurer en silence. Ce n'étaient pas des pleurs de culpabilité, me semblait-il, mais des pleurs de soulagement. La double vie était terminée. Le fardeau du secret était tombé, mais il avait tout écrasé dans sa chute. Nous avons passé la nuit à parler, ou plutôt à essayer de mettre des mots sur le naufrage. Elle m'a parlé du vide qui s'était installé, de cette sensation d'être devenue transparente à mes yeux, d'être devenue une fonction, la mère, l'épouse, l'architecte, au lieu d'être une femme. Elle ne cherchait pas à m'accuser, elle constatait seulement les dégâts. Et Thomas était là, au bon moment, avec les bons mots, avec ce regard neuf qui la faisait se sentir vivante.
J'écoutais son récit comme on écoute le rapport d'un expert après une catastrophe naturelle. Analytique, froid, presque détaché. Je voyais les fissures dans notre mariage, celles que j'avais ignorées, que j'avais colmatées avec de la routine et des projets matériels. La remise en question de toute notre vie était brutale. Était-ce une erreur depuis le début? Non, je ne pouvais pas le croire. Les souvenirs de nos rires, de nos premières années, de la naissance des enfants étaient réels. Ils n'étaient pas effacés, mais ils étaient désormais orphelins. Ils n'appartenaient plus à un futur commun. Le vertige, c'était de réaliser que l'on peut aimer quelqu'un et lui faire un mal irréparable, tout en continuant à se soucier de lui. Elle disait qu'elle m'aimait toujours, d'une certaine façon. Mais cette certaine façon sonnait comme une condamnation à mort. Au petit matin, le soleil s'élevait à nouveau, indifférent à la dévastation de notre salon. Les rectangles dorés sur le parquet étaient de retour, mais ils ne m'apportaient plus aucune paix. J'ai regardé Clara, endormie sur le canapé, épuisée par les larmes et les aveux. Elle me paraissait si petite, si fragile. Et pourtant, elle avait eu la force de mener cette vie double, de construire cette autre architecture. Je me suis demandé ce que nous allions dire aux enfants. Ce mot, divorce, flottait dans l'air, lourd, inévitable. 12 ans, 2 enfants, une maison, une vie entière synchronisée, pour finir par un bug système irrécupérable. Je suis sorti dans le jardin. L'air était couverte de rosée. J'ai repensé à Thomas, à ses messages, à la complicité qu'ils affichaient. J'ai réalisé que je ne pourrais jamais oublier ces mots lus sur l'écran. Ils étaient gravés dans ma mémoire plus profondément que nos propres échanges des dernières années. La synchronisation fatale m'avait offert une vérité que je n'étais pas prêt à recevoir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Je me sentais vide, mais d'un vide lucide. L'illusion était dissipée. La mélancolie était désormais ma seule compagne, une ombre qui ne me quitterait plus. Le monde continuait de tourner. Les voisins commençaient à sortir pour aller travailler. Dans quelques heures, il faudrait réveiller Léo et Sarah, leur préparer le petit déjeuner, faire semblant encore un peu, le temps d'organiser la fin, le temps de décider comment on déconstruit une vie, sans trop blesser ceux qui n'y sont pour rien. Je me suis assis sur les marches du perron, regardant l'horizon. La vie est une succession de synchronisations, certaines heureuses, d'autres tragiques. Celle-ci avait été la dernière de notre histoire. Je me sentais vieux, soudain, d'une vieillesse qui n'a rien à voir avec l'âge, mais tout avec la perte de l'innocence. 12 ans de mariage, ce n'était pas rien. C'était une cathédrale. Et je restais là, au milieu des ruines, essayant de comprendre comment une simple tablette oubliée avait pu devenir le levier qui allait tout faire basculer. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas la tablette. C'était le silence. L'usure. L'oubli de l'autre. Le message n'était que le symptôme d'une maladie que nous n'avions pas voulu soigner. La synchronisation n'avait fait que mettre en lumière ce qui était déjà là, tapi dans l'ombre de nos habitudes. La fin d'un amour, qui s'était transformé en une amitié polie, insuffisante pour combler les gouffres de l'âme. J'ai respiré l'air frais du matin. Un nouveau chapitre commençait. Un chapitre dont je n'avais pas encore écrit la première ligne, mais dont je savais déjà qu'il serait solitaire. Clara est sortie sur le perron, une tasse de café à la main. Elle ne m'a pas regardé. Elle a fixé le même point à l'horizon. Nous étions 2 étrangers partageant un passé, 2 naufragés sur une île déserte appelée souvenir. Le vertige était passé, remplacé par une certitude glacée. Nous étions arrivés au bout du chemin. Et la suite ne serait qu'une longue et pénible séparation, un détissage lent de tout ce que nous avions si patiemment construit. La synchronisation était terminée. La déconnexion, elle, ne faisait que commencer. Je me suis levé. Je suis rentré dans la maison pour réveiller les enfants. Leurs cris, leurs rires, leurs besoins immédiats seraient mon encre pour les heures à venir. Pour le reste, pour l'abîme qui s'était ouvert sous mes pieds, j'apprendrais à marcher au bord, avec cette mélancolie pour seul guide. Car au final, c'est peut-être cela, la maturité. Accepter que même les plus belles constructions peuvent s'effondrer, à cause d'un simple oubli, d'un simple clic, d'un simple instant de vérité trop crue. Je les aimais, je l'aimais, mais le miroir était brisé, et les reflets qu'il renvoyait désormais étaient trop déformés pour qu'on puisse encore s'y reconnaître. Dans la cuisine, l'odeur du café flottait à nouveau. Un matin comme les autres, en apparence. Mais au fond de mes yeux, les messages continuaient de défiler, en boucle, un rappel constant que la réalité est parfois plus fragile qu'un signal Wi-Fi. Chaque geste, chaque mot que j'échangeais avec les enfants était teinté d'une gravité nouvelle. Je les regardais manger leurs céréales, se disputer pour le choix du programme télévisé. Et je me demandais comment leur dire que le monde qu'ils connaissaient, ce cocon de sécurité que nous avions bâti pour eux,
n'était plus qu'un décor de théâtre. La culpabilité me rongeait, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'étais désormais le gardien d'un secret qui allait changer leur vie. Clara s'activait autour d'eux, avec une sollicitude presque exagérée. Était-ce pour se racheter, ou simplement pour maintenir la façade jusqu'au dernier moment? Je l'observais avec une curiosité froide. Elle était devenue une énigme. Comment pouvait-elle être cette mère aimante, et cette femme qui, quelques heures plus tôt, écrivait des mots de passion à un autre? La complexité humaine me paraissait soudain terrifiante. Nous portons tous en nous des abîmes que nos proches ne soupçonnent pas. Je me suis demandé quels étaient mes propres secrets, mes propres manques que j'avais cachés sous le tapis de notre mariage. Avais-je été un mari présent, ou simplement un colocataire efficace? La journée a passé dans un brouillard de tâches automatiques. Le travail, les appels, les mails, tout me semblait dérisoire. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, craignant une nouvelle révélation, un nouvel éclat du désastre. Mais il n'y avait rien. Juste le bruit de fond d'une vie qui refuse de s'arrêter, même quand le cœur s'est brisé. J'ai pensé à Thomas. Je les imaginais dans sa propre maison, avec sa femme, ses enfants. Ressentait-il la même angoisse, ou était-il un prédateur tranquille, habitué à ce genre de double jeu? L'envie de l'appeler, de l'affronter, m'a traversé l'esprit, mais je l'ai rejeté. Qu'est-ce que cela changerait? Le problème n'était pas lui. Le problème, c'était nous. C'était ce vide entre Clara et moi, qu'il n'avait fait que remplir. Le soir est revenu, avec son cortège de rituels, le bain de Sarah, les devoirs de Léo, le dîner dans un silence pesant. Clara et moi évitions de nous croiser du regard. Nous étions comme deux aimants de même pôle, nous nous repoussions sans même y penser. Une fois les enfants endormis, nous nous sommes assis à nouveau dans le salon. Cette fois, il n'y avait plus de larmes, juste une fatigue immense, une lassitude qui semblait venir du fond des âges. « Qu'est-ce qu'on fait » a-t-elle demandé. Sa voix était petite, presque enfantine. Je n'avais pas de réponse. Je n'avais plus des questions. Je ne sais pas, Clara. Je ne sais plus qui tu es. Je ne sais plus qui nous sommes. Elle a hoché la tête, lentement. On ne peut pas rester comme ça, a-t-elle murmuré. Non, on ne peut pas. C'était le début de la fin. On le sentait tous les deux. Le vertige s'était transformé en une chute lente, inéluctable. Nous allions devoir apprendre à tomber sans trop nous briser. Pour les enfants. Pour ce qu'il restait de notre respect mutuel. La nuit était une longue, peuplée de rêves où la tablette de Chiara devenait un monolithe noir qui m'écrasait. Au réveil, la maison était froide. Elle était partie tôt, laissant un mot sur la table de la cuisine. Je vais chez ma sœur quelques jours. Je t'appelle pour les enfants. J'ai pris le papier. Je l'ai froissé entre mes mains. La solitude s'est installée, non plus comme une visiteuse matinale, mais comme une habitante permanente. J'ai regardé les rectangles de soleil sur le parquet. Ils étaient moins brillants aujourd'hui. Ou peut-être étaient-ce juste mes yeux qui s'étaient habitués à l'obscurité. J'ai commencé à ranger ses affaires, celles qu'elle n'avait pas emportées. Ses livres, ses foulards, ces petits objets qui parsemaient notre vie. Chaque chose était un souvenir, une attache qu'il fallait briser. C'était un travail de deuil, alors qu'elle était encore vivante, quelque part de l'autre côté de la ville. La synchronisation fatale avait fait son œuvre. Elle m'avait arraché à mon sommeil, m'avait forcé à voir la réalité telle qu'elle était, sans le filtre du confort et de l'habitude. C'était douloureux, atrocement douloureux, mais c'était vrai. Et dans ce désastre, la vérité était la seule chose qui me restait à laquelle m'accrocher. Les jours suivants ont été une succession de décisions logistiques. L'avocat, la séparation des comptes, le calendrier pour les enfants. Tout se passait dans un calme étrange, une politesse de façade qui rendait la situation encore plus irréelle. Nous étions deux professionnels de la séparation, gérant le démantèlement de notre empire avec une efficacité redoutable. Mais parfois, au détour d'une conversation sur la pension ou sur les vacances de Noël, une émotion passait, un éclair de ce que nous avions été. Un regret, un reproche, une étincelle de l'amour passé. C'étaient les moments les plus difficiles. Ceux où l'on a envie de tout arrêter, de tout pardonner, de revenir à la sécurité de l'illusion. Mais la tablette était toujours là, dans mon esprit, avec ses messages bleutés, ses cœurs numériques, sa trahison synchronisée en temps réel. Et je savais que le retour en arrière était impossible. Je me suis surpris à marcher plus souvent en forêt, à chercher le silence des arbres, loin du tumulte des pensées. La nature n'a pas de secret, elle n'a pas de double fond, elle est ce qu'elle est, brute, cyclique, indifférente. J'y ai trouvé un certain réconfort. Léo et Sarah semblaient adaptés, avec cette résilience propre à l'enfance qui est à la fois une bénédiction et un crève-cœur. Ils posaient des questions, bien sûr, mais ils acceptaient nos réponses évasives. Pour l'instant. Je savais que plus tard ils demanderaient des comptes, et je devrais leur expliquer, sans haine mais sans mensonge, que parfois les gens qu'on aime se perdent en chemin et qu'un simple petit appareil électronique peut devenir le témoin d'un grand naufrage. Ma vie de famille, celle que j'avais chérie pendant 12 ans,
était désormais une archive, un dossier classé dont je ne pourrais plus consulter que les vieux documents. Le futur était une page blanche, terrifiante et vaste. Mais dans cette vacuité, je sentais aussi poindre une forme de liberté. La liberté de ne plus être le mari aveugle, de ne plus vivre dans un mensonge dont je n'avais pas les clés. J'allais devoir me reconstruire, brique par brique, sans l'architecture de Clara. Ce serait long, ce serait difficile, mais ce serait mien. Le soir, quand la maison est enfin calme et que les enfants dorment, je m'assieds parfois sur le perron, là où tout a commencé. Je regarde les étoiles, ces points de lumière qui nous parviennent avec des années de retard, comme des messages synchronisés depuis le passé. Je pense à Clara, à Thomas, à ce que nous avons perdu et à ce que nous avons trouvé dans les décombres. La vie est une étrange mécanique, complexe et fragile, où tout peut basculer en un instant. Mais au milieu du vertige, il reste toujours une petite étincelle, une force qui nous pousse à continuer, à respirer, à avancer malgré tout. La synchronisation était fatale, certes, mais elle m'avait aussi rendu à moi-même. Et dans la solitude de la nuit, c'était peut-être malgré tout un commencement.